C'est à Reims que se termine la deuxième saison de Patrimoine Online. Après une nouvelle année à parcourir les cabinets de CGP de France, la rédaction a posé ses micros et caméras chez Stéphane Paradis, fondateur de Maestria Conseil. Son leitmotiv, rendre accessible la gestion de patrimoine à tout le monde. En studio, Jean-Philippe Masse a interrogé Agathe Bub, directeur Wealth Solutions d'Euraseo, sur son fonds Eurazeo Private Value Europe 3, dont les encours ont dépassé les 3 milliards d'euros il y a tout juste quelques semaines. Et on conclut la saison avec l'un des gros sujets de l'année, l'intelligence artificielle, comment la finance s'empare de cette technologie. Réponse avec Geoffrey Martinez d'Artefact et Mathilde Castagna. Patrimoine Online, la dernière avant l'été, c'est parti. Bonjour Stéphane Paradis. Bonjour Gaëtan. Merci de nous accueillir chez vous dans vos locaux à Reims. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais vous êtes le tout dernier invité de la saison. C'est avec vous qu'on clôture la deuxième saison de Patrimoine Online. Donc merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux. Je vous présente Stéphane Paradis parce que c'est quand même bien de savoir à qui on parle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le calcul, Stéphane, mais vous avez près d'un quart de siècle à votre actif dans le métier. Vous ne les faites pas. Vous avez commencé en 2001. Vous avez créé Maestria 3 ans plus tard. C'est maintenant un cabinet de 4 collaborateurs. Objectif 6 d'ici la fin de l'année. Vous accompagnez plus de 2500 clients sur les sujets fiscaux, financiers et immobiliers. Et vous avez ouvert 2 antennes déjà, une à Lille et une à Metz. Et toujours pas prévu d'ouvrir une à Paris. Ça, c'est pour le pro. Stéphane Paradis, en perso, c'est un passionné de golf, de sport mécanique. Alors, on peut le voir d'ailleurs dans votre bureau, les maquettes de voitures et la petite maquette aussi du joueur de golf. Vous aimez aussi la méditation et le développement personnel. On sait que la résilience, il en faut parfois, notamment en finance. Alors, je vous pose une question, Stéphane Paradis. Quelle image de la méditation vous parle le plus au quotidien ? Je n'ai pas d'image en particulier. Ce que j'aime bien, par contre, c'est la mer. C'est très reposant, c'est très zen et c'est très inspirant, on va dire. Ah oui, ça c'est vrai. Moi aussi. On passe aux 3 actus de Stéphane Paradis. Je ne vais pas vous raconter ma vie tout le long. On passe aux 3 actus de Stéphane Paradis. C'est parti. Stéphane, vous aviez donc carte libre pour choisir les 3 actus du mois passé ou à venir qui vous semblaient les plus importantes. Et pour la première, justement, on va se projeter. Vous avez choisi la future baisse du taux du livret A. Il devrait passer le 1er août prochain de 2,4 à environ 1,8 voire 1,7%. Pourquoi avoir choisi cette actu-là, Stéphane ? J'ai choisi l'actu du livret A parce que c'est un des placements préférés des Français, en fait. Tout le monde quasiment connaît le livret A. Aujourd'hui, il représente une collecte cumulée de 442 milliards d'euros, ce qui est énorme. On ne mesure pas l'impact que ça a, le livret A, et cette baisse. Parce qu'on peut se dire, de 1,7 à 2,4, il n'y a pas une baisse qui est assez importante. Pour les épargnants, elle est importante. Du coup, c'est vrai, ils vont ressentir ça très vite. Vous voulez que je vous dise le chiffre, Gaëtan ? Oui. Ça va avoir un impact de 3 milliards d'euros en moins pour les épargnants. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette actu-là, parce que ça me semble hyper important de sensibiliser les gens. Pour la deuxième actu, on passe sur de l'immobilier. Vous avez choisi de revenir sur le rapport d'Aubrès-Cosson qui fait des propositions pour créer ce fameux statut de bailleur privé dont on parle depuis des années. Effectivement, c'est tout frais puisque ça date d'il y a quelques jours. C'est hyper important parce que depuis de nombreuses années, l'immobilier se porte mal en France. L'immobilier ne va pas bien. Avec les impacts économiques, sociétaux, il y a un manque de logement. Les mécaniques fiscales, environnementales et puis sociétales ne sont pas en adéquation. Et du coup, les investisseurs privés n'investissent plus dans l'immobilier. Est-ce que vous voulez que je vous donne 2 chiffres ? Allez-y. Premier chiffre, 61% des Français aimeraient faire de l'investissement locatif. Deuxième chiffre, seulement 21% le font réellement. Donc, ce qui prouve qu'il y a un vrai problème entre les deux. Si on revient plus particulièrement là sur le rapport, parce que donc il donne des pistes pour créer le statut de bailleur privé, ça c'est une idée qui est portée par plusieurs professions immobilières depuis des années. Qu'est-ce que ça devrait changer en fait ? Concrètement, ça vient sanctuariser des règles, mais des règles qui peuvent quand même changer derrière dans le temps. Alors effectivement, les règles peuvent changer et on le voit depuis, moi je vous le dis, depuis 25 ans, comme vous l'avez souligné. Vous avez vu passer plein de dispositifs et de lois. Exactement. Malgré tout, il y avait quand même une certaine stabilité, puisque même si chacun des ministres voulait changer le nom dans la loi, le fil rouge restait là. Sauf depuis l'arrêt de la Pinel. Là, il n'y a plus rien. Pour l'instant, il n'y a pas de dispositifs fiscaux. Il n'y a plus rien. Et on a vu les chutes, comme vous l'avez vu dans le rapport, moins 80% de production
de logements neufs. Carrément. Mais en même temps, ces dispositifs fiscaux, ils ont déjà aussi été critiqués, notamment par la Cour des comptes, par des rapports qui remettaient en cause à la fois leur efficacité et aussi leur coût pour le contribuable. Le coût, pour avoir bien étudié le sujet et avoir participé justement à ce genre d'études, je pense qu'il faut prendre en compte une chose principale. L'État perçoit 20% de TVA sur un logement neuf, et notamment pour le Pinel, va rendre 18% étalé sur 9 ans. Donc rien que sur la TVA, l'État est excédentaire sur les logements. Après, on compte les charges sociales, le fait qu'il y ait des impôts, les taxes foncières, etc., etc. Donc c'est un mécanisme qui a été démontré, qui est vertueux pour l'État, justement. Est-ce que vous êtes optimiste pour voir ce rapport traduit en proposition, en projet de loi, en décret d'application, concrètement? De ce que je vois, ils ont vraiment pris conscience du problème. Parce qu'en fait, on parle de production d'immobilier et de logement, mais derrière ça, il y a aussi loger les Français. Et on sait que les Français ont de plus en plus de mal à se loger. Donc du coup, c'est une vraie nécessité de société, en plus d'être une nécessité pour l'État. On passe à la troisième actu, Stéphane. Donc là, Oui. on sort de l'immobilier, on va dans le monde des agences bancaires. Vous vouliez revenir sur un chiffre qui a été fourni par une étude d'Infostat Marketing. En 5 ans, près de 3300 agences bancaires ont fermé. C'est plus que sur la décennie précédente. Pourquoi revenir sur ce sujet? Parce que pour moi, c'est un sujet qui est hyper important. Les agences bancaires, déjà, avaient évolué dans leur façon de travailler auprès des clients. Depuis 25 ans que je suis dans le métier, je voyais qu'avant, il y avait un banquier qui était un banquier, entre guillemets, de famille, qui était là pour conseiller un peu tout le monde. Et maintenant, il y a un banquier qui change tous les 3 à 4 ans. Exactement. Et puis surtout, avec les néobanques qui arrivent, où il n'y a quasiment plus de banquiers. Déjà que le banquier avait un rôle, on va dire, complémentaire au gestionnaire de patrimoine, il n'avait déjà pas assez de temps pour conseiller les clients. Depuis les 5 ou 10 dernières années, il a encore moins de temps pour conseiller les clients. Donc du coup, les gens sont en manque de conseils. Est-ce que vous savez combien de Français épargnent régulièrement? Non. À peu près 70%. Et si je vous donne un deuxième chiffre, combien de Français pensent être bien conseillés? Ça doit pas être beaucoup? 30%? Un peu moins. 20%? Oui. C'est effectivement, c'est pas énorme, mais du coup, c'est une opportunité pour les conseillers en gestion de patrimoine de se greffer dans cette brèche-là et de pouvoir accompagner. Mais en même temps, ça pose des questions parce que la clientèle des banques traditionnelles, des banques de détail, c'est pas la clientèle forcément patrimoniale auquel vous avez l'habitude. Comment le métier, il doit du coup s'adapter? Est-ce qu'il y a une part de marché à les gagner ou est-ce que c'est pas une partie de clientèle qui peut intéresser le métier? En fait, il y a deux questions dans ce que vous venez de dire. Il y avait même plusieurs, elle était très longue ma question. Très longue. Je vais essayer d'y répondre, vous me reprenez si j'ai pas tout bien répondu. La première des choses, justement, c'est une vraie opportunité pour les CGP et surtout pour que les Français comprennent aussi qu'un CGP, c'est complémentaire à un banquier. Tout le monde devrait avoir un CGP. Pour répondre à votre deuxième question, à partir de quand, comment, qui, quel montant? À partir du moment où on a envie d'épargner et de prendre en main son avenir financier. Oui. Parce que c'est là où on a réellement besoin de conseils. Mais il y a une réalité économique et financière pour les CGP, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la Clairement. réglementation, un temps qui devient de plus en plus compliqué à gérer, de plus en plus de CGP vont vers une premiumisation entre guillemets de leur clientèle, donc vers des tickets plus importants et délaissent la partie la moins fortunée. C'est-à-dire qu'il y a une équation aussi économique pour vous à trouver. Ça veut dire potentiellement changer de modèle économique? Changer de modèle économique, non, puisque notre spécialité, depuis que j'ai repris le cabinet, que j'ai créé Maestria Conseil, nous, on s'approche et on fait mission justement d'aider les gens, peu importe leur situation. Parce qu'en fait, si on peut parler concrètement, les personnes qui sont fortunées ont tous accès à un CGP, facilement. Et limite, ce sont les CGP qui se battent pour conseiller ces personnes-là. Sauf qu'il y a tellement d'autres personnes qui sont aisées, qui épargnent, qui auraient besoin de conseils pour faire les premiers bons gestes, pour justement préparer leur avenir financier, mais qui ne sont pas conseillés, ni par un CGP, ni par les banques. Et c'est pour ça que moi, je me suis positionné dans ce domaine-là et je le vois au sourire de mes clients tous les jours. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Alors après, bien entendu qu'il y a une réalité économique Bien sûr, derrière. avec cette fameuse question, honoraires, rétrocommission. Exactement. Donc du coup, il faut faire un mix un peu de tout ça pour trouver la meilleure solution en fonction du profil client qu'on a en face de nous. Donc vous avez un modèle hybride. Exactement. D'accord.
on s'adapte et on personnalise. Parce que moi, je trouve ça dommage de ne pas conseiller les personnes qui en ont presque le plus besoin. On passe à la suite. Stéphane Parodi, merci pour votre analyse de l'actualité déjà. On retrouve tout de suite Jean-Philippe Masse en studio. Il a interrogé Agathe Bub, directeur Wealth Solutions d'Eurazeo, pour son fonds Eurazeo Private Value Europe. On les écoute et on revient juste après. Bonjour Agathe Bub. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes directeur Wealth Solutions chez Eurazeo. Eurazeo a lancé il y a quelques années le fonds Eurazeo Private Value Europe 3, qui est un fonds disponible en assurance vie à un compte titre dont l'encours a dépassé 3 milliards d'euros il y a quelques semaines. Je vais vous présenter le concept de cette capsule. Je vais vous poser 4 questions. Les réponses seront de soit 30 secondes, soit 1 minute. Est-ce que vous êtes prête ? C'est parti. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce fonds avant la vague de démocratisation sur le non-coté que l'on connaît depuis quelques années ? Alors déjà, Eurazeo était un acteur institutionnel qui adressait le marché de la clientèle privée déjà depuis de nombreuses années, d'abord avec des FCPI, puis avec des fonds fermés classiques, et pour s'adapter au développement du marché et surtout au nouveau canal de distribution qui était l'assurance vie, on a décidé de lancer un des premiers evergreen sous forme de FCPR pour la clientèle privée. Le fonds déploie une stratégie à la fois de secondaire et de dette privée. Pourquoi avoir choisi ces deux sous-classes d'actifs du private equity pour ce fonds ? Justement, en fait, quand on veut lancer un fonds de non-coté qui va être en permanence en période de souscription, en période d'investissement, il faut avoir des stratégies qui sont scalables, diversifiées, qui ont des cycles courts d'investissement. Et donc, pour pouvoir permettre cette liquidité offerte par les evergreens, qui est, je le rappelle, régulière mais limitée. Et donc, c'est naturellement qu'on a choisi la dette privée et l'investissement secondaire en equity. La performance et la baisse de son indicateur de risque ont-elles joué un rôle dans le succès de la collecte ? La performance, c'est absolument certain. L'objectif, c'est de faire entre 6 et 8% net investisseurs, sans volatilité, peu importe la conjoncture. Donc, le SRI de PVE3 est en 3 sur 7, donc une UC ou un fonds qui fait du 6, 7, 8 net avec un SRI de 3, c'est relativement rare. Et en fait, quand on a lancé le fonds, on était encore sous la réglementation SRRI et on était en 6 sur 7. Et avec l'entrée en vigueur de la réglementation PRIPS, on a pu adapter ce SRI en 3 sur 7 pour pouvoir mieux coller aux stratégies d'investissement réelles du fonds. En fait, avant, à partir du moment où on avait un fonds d'investissement alternatif, on était systématiquement classifié en risque élevé. Maintenant, avec PRIPS, on a pu adapter l'indicateur en fonction de la stratégie qui est mise en œuvre. Donc, un fonds de dette et de secondaire, il y a très peu de volatilité. On avait un historique assez long qui nous a permis de calculer cette SRI en fonction de la perf et de la vol du fonds uniquement et pas uniquement en fonction d'indices. On est aujourd'hui à 3 milliards. Est-ce que ce fonds atteindra un jour 10 milliards d'euros ? On espère. L'essentiel, c'est que ce fonds, d'abord, il co-investit avec des véhicules institutionnels, donc des fonds dédiés à la clientèle institutionnelle. Il est mis en œuvre par deux équipes chez Eurazeo qui sont établies, qui sont présentes sur le marché depuis 2003 pour le secondaire, depuis 2007 pour la dette. Et surtout, il évolue sur des stratégies qui sont profondes, des marchés qui se développe de plus en plus. Donc, c'est ce qu'on lui souhaite, évidemment. Dernière question, est-ce qu'il y a trop d'offres aujourd'hui sur le marché ? Je ne pense pas qu'il y ait trop d'offres. Je pense que c'est un marché qui est en constante évolution. Moi, j'ai commencé pour la clientèle privée en 2017. Personne ne parlait de private equity pour la clientèle privée. Ça a commencé vraiment à se développer en 2020, 2021. Je pense qu'il y avait 2 raisons. C'était une demande du marché, mais aussi les acteurs institutionnels qui ont commencé à s'intéresser à ce segment de marché, le développement de l'assurance vie.
Donc moi, alors si je peux donner un conseil, c'est que toutes les stratégies, toutes les stratégies ne sont pas adaptées à l'Evergreen. Donc il n'y a pas trop d'offres. L'offre fait la demande. Pour les investisseurs, d'avoir le choix, c'est important aussi. Mais il faut bien choisir son manager. Il faut bien choisir les stratégies dans lesquelles on investit. Mais il y a de la place pour tout le monde. Merci Agathe Bub. Avec plaisir. À bientôt. Vous devez le voir, on a changé d'endroit, on est passé à la petite cour de votre cabinet. On l'a pas dit en introduction, mais c'est vrai que votre cabinet, l'immeuble, a une petite histoire. C'est votre histoire, votre immeuble familial. Vous veniez ici quand vous étiez enfant. Alors c'est quoi cette histoire justement, Stéphane? Exactement, c'est ça. Après le Covid, j'ai déménagé les bureaux avec le petit côté sentimental de revenir dans l'immeuble familial, puisque l'agence immobilière qui y était, elle déménageait. J'avais envie Elle libérait les locaux et j'avais envie de me rapprocher des racines familiales. Et vous avez une partie de la famille justement qui habite encore Exactement. En haut. C'est très sympa cette histoire. Bon, du coup, on revient sur des sujets plus financiers, mais c'était très sympa comme Avec histoire. plaisir. Le private equity, vous n'êtes pas forcément fan, hein, Stéphane. Hein, pour le côté, c'est plus l'IMO que les actions. Exactement. Après, ça dépend aussi des profils clients. Alors, sur une typologie de nos clients, effectivement, le private equity est adapté, Ouais. mais sur la grande partie de notre clientèle, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre spécialité, c'est de démocratiser la gestion de patrimoine. Ce n'est pas le premier outil qui va être intéressant pour eux pour la phase de création de patrimoine. Et je vous pose la même question qu'à Agathe Bub. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a trop d'offres sur le marché qui visent les particuliers? Effectivement, tout le monde s'est mis un peu dans la brèche du private equity parce que on va dire, c'est un peu un phénomène de mode. On n'a pas un track record qui est encore assez important, en tout cas pour ma classe. Pour les nouveaux fonds ou les nouvelles sociétés qui se lancent. Tout à fait. Enfin, on va lancer la dernière rubrique de la saison. Ça y est, c'est la fin. On termine la saison à peu près comme elle a commencé. On va parler d'une des thématiques qui a le plus fait parler d'elle cette année. C'est bien sûr l'intelligence artificielle. Et pour ça, on retrouve Mathilde Castagna qui a interrogé Geoffrey Martinez du cabinet Artefact. Il accompagne les sociétés financières dans l'adaptation à l'IA et au digital. On les écoute et on revient et on reste ici. On ne part pas de ces petites cours. À tout de suite. Petit à petit, l'industrie financière se met à l'intelligence artificielle. D'après BPI France, les banques ont investi plus de 150 milliards d'euros dans l'IA l'année dernière. Et d'après Capgemini, 84% des sociétés en gestion d'actifs et gestion de fortune investissent déjà ou prévoient de le faire. Mais au-delà des belles intentions, l'adoption pérenne d'outils en interne par les collaborateurs suscite beaucoup d'interrogations. Pour les décrypter, nous sommes partis rencontrer Geoffroy Martinez, managing partner d'Artefact. Geoffroy Martinez, bonjour. Bonjour Mathilde. Vous accompagnez des entreprises dans leur transformation vers l'IA, vers la data. Aujourd'hui, quel type de profil vous accompagnez et où est-ce qu'ils en sont dans cette transformation, dans cette transition? C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est Artefact, on fait que de l'IA et de la data. Donc on accompagne effectivement nos clients, donc des grandes entreprises et des gouvernements, vers l'adoption de l'IA sur l'ensemble des sujets, de la stratégie jusqu'à de la mise en œuvre. Et après, sur les clients que moi j'accompagne en particulier, qui sont des clients du secteur financier, ça couvre un spectre assez large qui va de la banque de détail, en passant par l'assurance, l'asset management, la banque privée, les fintech, le paiement. Globalement, le secteur financier assez large. C'est quoi les cas d'usage de ces entreprises? Il y en a plein. Il y en a plein, mais si on essaie un petit peu de les ranger dans des grandes catégories, je dirais qu'il y en a 3 grandes catégories. La première, c'est de l'optimisation de coûts, du cost to serve dans le petit langage financier. Ça va être concrètement comment je fais de l'octroi de crédit plus vite, comment je gère mon sinistre d'assurance plus rapidement. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui va te permettre de faire de la croissance, du revenu supplémentaire, du PNB supplémentaire. Et là, on va retrouver toute la thématique autour du cross-sell, de l'upsell, de la recommandation de produits. C'est tous ces sujets-là qu'on va trouver là-dedans. Et enfin, il y a un troisième bloc, une troisième grande catégorie autour de la protection de ces institutions financières. Et là-dedans, nous, on travaille beaucoup sur des sujets autour de la fraude. L'IA est un très bon accélérateur de fraude, enfin en tout cas de détection de fraude. L'anti-money laundering, exactement. C'est pour ça que j'ai hésité parce qu'en fait, ça marche dans les deux sens. Donc, tout l'enjeu, c'est d'avoir un coup d'avance sur celui qui fraude. Fraudeur, Mais en effet, il y a un vrai sujet sur la fraude.
Pareil sur l'anti-money laundering, l'IA permet, quand c'est bien utilisé, de diminuer les fameux faux positifs de l'anti-money laundering. Mais après, donc plein de cas d'usage. Après, moi, je crois assez peu dans le côté vitrine de ces cas d'usage. Pour moi, la valeur, elle n'est pas tant sur j'ai X centaines de cas d'usage. Je crois beaucoup plus dans la capacité à choisir les bons et à bien les exécuter, plutôt que d'en avoir une liste infinie. Vous les exécutez concrètement après ça, quelle forme prennent les résultats de ce que vous mettez en place? En fait, la question, peut-être, c'est un peu est-ce que ça marche, oui ou non, quoi. C'est ça le truc. Alors, pareil, un énorme biais dans ma réponse, mais la réponse est oui, ça marche. Oui, ça marche. Vous n'allez pas me dire autre chose? Non, bah non, mais évidemment, oui, ça marche, mais il y a un certain nombre d'ingrédients qui font que ça marche mieux. Premier ingrédient, c'est d'avoir une stratégie IA qui soit claire, qui priorise les sujets, qui soit évidemment alignée à la stratégie du groupe. Deuxièmement, c'est d'avoir des fondations à la fois en termes de data, donc ça veut dire des données qui soient propres, qui soient utilisables, qui soient en qualité, et aussi des outils technologiques qui permettent d'utiliser ces données. Et enfin, le troisième ingrédient, qui est pour moi le plus important, que sont les hommes et les femmes, parce que finalement, à la fin, ce qu'on fait, si ce n'est pas utilisé, ça ne sert absolument à rien. C'est d'ailleurs une des valeurs d'Artefact. Et donc, avoir des équipes qui sont formées, qui maîtrisent ces technologies-là, est évidemment un ingrédient indispensable. On a vu dans le passé que certains banquiers, certaines institutions financières bloquaient ou réduisaient l'accès à l'IA, type ChatGPT. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et est-ce que cette mesure, c'est pas un frein aussi pour ce que vous tentez de mettre en place sur le marché? Est-ce que réellement on peut en vouloir à des banquiers dont le métier principal, en tout cas initial, c'est de gérer du risque, d'avoir un espèce de principe de prudence face à quelque chose qui était finalement assez peu connu à l'époque, fin 2022. Où sont entraînées mes données? Où vont-elles? Est-ce qu'il y a des risques de non-conformité? Quels sont les risques d'hallucination? Bref, plein de sujets étaient encore ouverts à l'époque, sans réponse, donc principe de prudence, qui ne me choque absolument pas dans un contexte d'institution financière. En revanche, ce qui s'est passé après, c'est qu'une fois ces risques détourés, une fois ces risques appréhendés, les entreprises, en tout cas du secteur, se sont armées pour y répondre, organisées pour y répondre. Et plutôt que d'un frein, moi ce que j'ai vu, c'est une vraie accélération. C'est une vraie accélération sur ces sujets-là, parce qu'il y a une vraie course à la valeur qui est lancée sur l'IA, l'Agentic AI et les AI. Et même ce qu'on observe, c'est que le sujet de l'IA est monté d'un cran dans les priorités de nos clients et des dirigeants des banques dont on parlait tout à l'heure. Faut que je vous pose quand même la question, parce qu'on a très souvent entendu que l'IA risquait de remplacer l'humain sur certains postes. Alors, est-ce qu'il y a un sujet RH au final, avec cette accélération dont vous parlez dans le secteur financier, sur le fait que tout le monde s'y met, tout le monde met en place des outils? Est-ce qu'il y a un risque pour l'emploi? Pareil, j'ai évidemment un énorme biais dans ma réponse parce que je suis résolument extrêmement optimiste sur ces sujets-là. Mais je vais essayer d'objectiver un peu ma réponse. C'est que pour le sommet de l'IA en France en février, on a lancé une étude chez Artefact sur un sujet qui me passionne, qui est justement ce que vous venez d'évoquer, l'impact de l'IA sur les RH. Premier renseignement, c'est que les entreprises qui utilisent l'IA gagnent en moyenne 1 heure par jour par collaborateur. Plus intéressant, c'est comment est réutilisée cette heure-là. Elle est réutilisée pour, paradoxalement, faire plus d'humains. C'est-à-dire que cette heure qui a été gagnée est utilisée pour aller voir plus les clients, les collaborateurs, les partenaires. Donc finalement, plus d'IA amène plus d'humains. Après, si on se projette dans votre question, c'est en fait qu'est-ce qui va se passer là, maintenant et devant. Alors toujours très dur de faire de la prédiction. Mais moi, ma conviction très forte, c'est que évidemment, ça change les façons de travailler. Ça, je prends aucun risque en le disant. Et comment? Là, on peut essayer de se projeter un peu. Pour moi, ça va déplacer la valeur autour de 2 axes. Le premier, c'est qu'il y aura beaucoup plus de supervision. Aujourd'hui, les agents, même c'est déjà le cas, automatisent des process entiers, mais on a un besoin, non plus d'exécution, mais de contrôle. Un peu, on pourrait faire un parallèle avec les chaînes de montage il y a une centaine d'années. Deuxième élément, ça va demander aussi des compétences et des capacités à repenser les façons de travailler, à repenser les process. Parce que l'Agentic AI en particulier va avoir un impact sur les process et va faire qu'ils seront faits différemment. Et c'est extrêmement important d'avoir des gens qui sont en capacité de repenser ces façons de travailler. Donc, de façon très simple, évidemment résolument optimiste, mais évidemment des impacts à prévoir et à anticiper.
En tout cas, les secteurs qui vont s'étendre, qui vont grandir grâce à ça, c'est le contrôle, la supervision et la réorganisation d'entreprise. En particulier, oui. Ouais. Absolument. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci Camille. Et vous, Stéphane, vous en êtes où dans l'adaptation à l'IA? Alors, c'est rigolo ce que vous me dites là. Le sujet, c'est un sujet d'actualité, effectivement. Nous, on a fait, pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, une formation justement sur l'IA pour s'adapter, apprendre l'IA, parce que ma vision est plutôt que l'IA doit être un outil qui nous permet justement de toutes les tâches administratives, puisque vous savez que dans la gestion de patrimoine, on a beaucoup de tâches administratives. Et l'idée, c'est d'être encore plus proche de nos clients, justement en déléguant certaines tâches qui à prennent l'IA. du temps, qui sont chronophages. On parle beaucoup bien sûr de l'impact sur l'emploi. Geoffrey le mentionnait dans l'interview. Aujourd'hui, ce qui semble se dessiner, c'est l'impact sur les plus jeunes, sur les juniors, sur les stagiaires, sur les alternants. Est-ce que demain, vous allez vraiment pouvoir vous passer complètement de ces postes-là? Non, l'idée, c'est pas de se passer complètement de ces postes-là, mais par contre, comment optimiser encore mieux l'efficience dans le travail. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance, parce que c'est pas la quantité, c'est pas la qualité de travail qui compte, c'est l'efficience, tout en rendant service aux clients et en étant encore plus proche de ses attentes. Et dans ce sens-là, l'IA va pouvoir nous aider à déléguer pas mal d'administratifs ou de paperasse qui pourraient être faits différemment. Et ça vient boucler ce que la digitalisation avait déjà commencé, c'est ça? Oui, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est assez moderne, technologique. On avait déjà axé beaucoup sur la digitalisation, mais du coup, ça ne fait que renforcer ce processus-là pour être encore plus proche de nos clients. Parce que c'est vraiment ce qui nous porte dans nos valeurs. Très bien, bah écoutez Stéphane, je crois que je n'ai plus de questions. Ce qui veut dire que l'émission est terminée, que la saison est terminée. Ah si, peut-être qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été et pour la rentrée, tiens? De belles vacances ressourçantes et puis une très belle fin d'année et puis une belle année 2026 également. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci Gaëtan, À très bientôt. avec plaisir. Et voilà, il est temps pour nous maintenant de rendre l'antenne et de clôturer cette deuxième saison de Patrimoine Online. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux à la suivre. Merci pour tous les petits messages que vous nous envoyez. Continuez parce que ça nous fait vraiment super plaisir. Il est temps pour nous aussi de partir en congé maintenant et pour vous aussi. Alors reposez-vous bien, passez un bel été et je vous dis à la rentrée pour un nouveau Patrimoine Online.